Bonjour à tous. Donc, je vois que la session aujourd'hui a appelé pas mal de personnes. Je vois que l'identité et la gestion des accès, ça intéresse pas mal de gens. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Royer, je suis Solution Architect chez AWS depuis 2 ans maintenant. Anciennement, j'étais RSSI pendant 7 ans, donc j'ai plusieurs fonctions, très orienté sécurité. Aujourd'hui, avec moi, je te laisse me présenter peut-être. Bonjour à tous, Julien Largilière. Je suis en charge des plateformes essentiellement cloud pour l'entité Veolia aux France. Voilà. Donc Julien nous fera une petite référence client à la fin, en effet, pour expliquer comment ils ont fait l'implémentation de l'authentification et de la gestion des accès chez Veolia, en effet, pour voir en effet un cas pratique de ce que je vais un petit peu vous expliquer. Merci Julien. Alors, juste pour rappeler un petit peu le contexte aujourd'hui, on est sur une session type 200, c'est-à-dire si vous avez des gens dans la salle qui ne connaissent absolument pas AWS, vous n'allez pas trop être perdu. Si vous attendez à un deep dive sur du single sign-on ou sur du Cognito, vous êtes trompé de session. Donc je ne vais pas vous dire de sortir, même si ça libérerait un peu de place, je serais content si tout le monde reste. En tout cas, principalement, on va s'intéresser ici aujourd'hui à la discussion de comment je peux faire mon authentification sur mes applications, sur ma console AWS pour accéder à mes ressources, comment je fais un peu de fédération, comment je fais quand j'ai des clients sur lesquels je ne veux pas gérer d'annuaire. D'accord. Donc voir un petit peu l'ensemble un peu des services proposés et comment ils peuvent s'intégrer les uns aux autres. Donc, je vais commencer par une petite introduction qui va être assez simple. Déjà, on va parler déjà de identité et access control. Alors, ici, volontairement, je fais un point sur le vocabulaire parce que on a un service qui s'appelle Identity and Access Management, identité et access control. Donc on peut avoir des choses similaires. N'empêche que ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, ce dont on parle, excusez-moi, on parle de comment on fait la gestion de l'identité de manière générale, et surtout comment on va faire l'autorisation, en effet toute la partie audit, autorisation, authentification, gouvernance dans le cloud. D'accord. IAM est un service AWS donc qui est pour Identity and Access Management qu'on voit à droite, qui a en effet la capacité de gérer l'identité, des rôles, des permissions. Il s'intègre à ce modèle-là. D'accord. On ne parle pas de IAM de manière générale là. C'est pas ce dont on va parler. Hop. Ici, la gestion de l'identité, principalement, plutôt de la gestion de l'identité de manière, on va dire, sécurisée, on parle de l'autorisation, c'est-à-dire déjà être capable d'identifier quelqu'un et de lui donner des autorisations. Et deux, c'est aussi être capable de mettre en place, en fait, la capacité d'audit et de gouvernance de ces autorisations-là. C'est-à-dire que vous allez avoir un modèle en fait, à mettre en place très rapidement au niveau de votre sécurité dans le cloud, et c'est de dire, j'ai des administrateurs, j'ai des développeurs, j'ai des gens qui vont potentiellement faire de l'audit ou même des équipes sécurité, et ben, je vais pouvoir leur donner des accès spécifiques et je vais pouvoir faire en sorte de suivre la gouvernance que je vais suivre au fur et à mesure. Alors, on fait de la gestion d'identité à tous les niveaux, c'est-à-dire que on a de la gestion d'identité et des contrôles d'accès au niveau de la console, au niveau de la console AWS, mais aussi des API. C'est-à-dire que quand vous allez vous connecter, jamais vous allez vous retrouver à un moment donné la possibilité de lancer des actions sans vous authentifier. C'est au cœur de ce qu'on a, c'est en effet c'est l'identité. Deux, en effet, vous allez pouvoir créer votre propre infrastructure sur AWS, lancer vos propres instances sur EC2, et du coup, vous allez avoir vos propres applications. Mais du coup, ici, je l'ai marqué en bleu vos applications parce que principalement, AWS ne va pas aller au-delà du miroir, de là où se trouvent vos données. Donc, par exemple, lorsque vous allez créer une instance Linux sur AWS, on va vous donner en effet initialement une clé pour venir vous authentifier en SSH, etc. Mais si vous venez avec votre propre image sur laquelle vous avez fait le durcissement en termes de sécurité, sur laquelle vous avez mis vos propres gestions d'accès, ne venez pas voir le support. Déjà de base, le support ne pourra pas vous aider pour accéder sur une machine en SSH parce qu'on n'a pas d'accès sur votre infrastructure. Mais dans ce cas-là, en effet, vous avez la totale maîtrise. Vous êtes sûr que même à aucun moment AWS n'a eu l'accès à vos instances parce que vous avez tout défini séparément. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu parce que c'est de votre responsabilité de mettre en place quelque chose à ce niveau-là. Mais on a aussi toutes les applications AWS. Toutes les applications type, alors je prends des applications type abstrait comme S3, mais aussi plus bas en effet, mais en gros, dès que vous allez vous retrouver avec du Kinesis, du S3, je veux lancer une EC2, etc., vous allez retrouver face à des applications potentiellement AWS ou au moins des API AWS, et vous devez vous authentifier derrière.
Donc dessus, en effet, on va retrouver toutes nos équipes sécurité, d'admin, développeurs, donc ceux qui vont devoir faire un peu de travail derrière, mais on a aussi, potentiellement, vous avez les clients, vos salariés et vos partenaires qui doivent accéder potentiellement à vos applications ou vos services. Donc on va se retrouver dans tout cet environnement-là à dire comment je dois gérer à l'échelle mon authentification et mon autorisation. Alors, un petit peu encore de vocabulaire, et je vous promets, j'arrête dans mon introduction. Principalement, quand je vais parler de compte, c'est bien en anglais parce qu'on a différents mots pour ça, mais moi j'ai un compte root, j'ai un compte AWS et j'ai un compte utilisateur IAM. Alors, principalement, quand on va parler d'un compte AWS, c'est la partie qui est en gros ici à droite, c'est là où je peux créer toutes mes ressources. Je vais créer l'ensemble de mes ressources, de mes instances, je vais créer mon bucket S3, c'est là où je vais avoir l'utilisation de toutes mes régions. Donc, dans mon compte AWS, j'ai des limites qui vont être soft et hard, etc. Mais je parle bien d'un compte dans lequel je peux lancer des ressources. Donc il n'y a pas de compte utilisateur ou quoi que ce soit, c'est un compte AWS. Ce compte AWS-là, il a ce qu'on appelle un compte utilisateur root, qui est ce que j'appelle un compte utilisateur brise-miroir. C'est-à-dire qu'il n'a pas de politique, il n'a pas de restrictions auxquelles on peut lui accéder, on peut lui donner. Donc c'est-à-dire que potentiellement, quand vous créez un compte, la première fois, vous donnez votre login mot de passe, puis vous donnez votre carte de crédit initialement, et vous allez dire, moi, je suis le propriétaire de ce compte-là, je n'ai aucune restriction, je peux faire tout ce que je veux dedans. C'est le compte root. D'accord ? Donc, je vais faire rapidement, mais en gros, si vous voulez sécuriser correctement déjà votre compte AWS, prenez votre compte root, vous allez créer plutôt un compte utilisateur IAM, qui va, lui, par contre, en effet, appliquer des politiques de sécurité. Vous créez un compte admin, si vous le voulez. Vous mettez du multifactor authentication sur votre compte utilisateur root. Moi, j'utilise un Google Authenticator. Et du coup, vous le mettez ensuite au coffre. C'est-à-dire que vous ne l'utilisez plus. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'un compte root qui n'a pas de limite pour manager votre service. Donc, de manière générale, ce compte, on en parle une fois, vous le sécurisez et vous n'entendez plus parler après. Il y a quelques actions qui sont limitées là-dessus, qui permettent uniquement, vous devez être root pour le faire, par exemple changer de support, mais c'est très très limité. Et donc initialement, ce dont on va parler aussi aujourd'hui, c'est la partie utilisateur IAM, c'est-à-dire comment je vais pouvoir fédérer, utiliser des utilisateurs avec des politiques d'accès IAM, et comment en fait je vais pouvoir fédérer ça dans le cloud. C'est important d'avoir ces trois notions-là, qui sont des trois comptes différents. Alors, au niveau du paysage des services proposés, on va avoir pas mal de services qui vont être disponibles au niveau déjà de l'identité et de l'authentification. Alors, on a quatre principaux services. On va avoir AWS Single Sign-On, qui en gros va vous permettre d'aller fédérer, en fait, faire du single sign-on en fait, à travers plusieurs comptes et à travers plusieurs mêmes applications métiers. Par exemple, je veux authentifier mes utilisateurs pour qu'ils aillent sur mon application sur AWS, mais aussi peut-être sur Salesforce ou sur d'autres CRM ou qu'importe derrière. Donc vous allez pouvoir faire du single sign-on managé par AWS. Donc c'est une première étape pour dire, voilà, j'ai quand même une identité ailleurs, mais au moins, là, j'ai plus qu'un portail d'entrée. Le deuxième, ça va être AWS Directory Service. Donc le Directory Service, ça va être tous les services en fait, de gestion de directory, d'Active Directory Microsoft. Donc c'est un vrai Microsoft Active Directory. Enfin, il y a plusieurs niveaux. Il y en a un, c'est potentiellement juste un sandbox qui est tout petit, mais on va jusqu'à des vrais annuaires Microsoft AD. Et donc du coup, vous allez pouvoir l'avoir potentiellement, enfin vous pouvez l'avoir dans le cloud et les gérer par AWS. Donc des facilités du coup de déploiement et en effet, soit d'agrandir déjà votre périmètre dans votre data center et dire je vais l'agrandir et par exemple au lieu de dire je suis en train de bouger toute mon authentification sur le cloud, dire en effet je peux faire une réplication peut-être de mon annuaire actuellement dans le cloud, ce qui m'évite d'avoir un SPOF, un single point of failure, excusez-moi, pour la partie depuis mon data center et mes applications qui s'y trouvent jusqu'à mon data center pour l'authentification, et du coup je déporte les deux, ce qui fait que je peux vivre dans mon cloud tout seul, tranquille. Le troisième point, c'est Cognito. Alors Cognito, c'est une sorte de bloc monolithique qui permet de faire de la gestion de tickets, et de la gestion d'utilisateurs et de groupes, en fait, soit de les fédérer, soit en effet de créer ses propres annuaires à partir de là. Donc c'est un outil qui est extrêmement utilisé, on va le voir dans quelques slides, principalement lorsque vous avez des applications qui sont très orientées utilisateurs, mais vous ne voulez pas gérer forcément d'annuaire
Pour eux, parce que vous avez peut-être 500 000 utilisateurs. Peut-être que vous préférez qu'ils viennent avec leurs identifiants Facebook ou Amazon ou Google. Peut-être qu'en effet, vous voulez aussi qu'ils utilisent directement des services avec des permissions pour déposer, par exemple, des fichiers dans S3. C'est-à-dire qu'ils récupèrent des droits IAM derrière. Donc Cognito va vous permettre de faire tout ce modèle-là, en fait, avec très très peu de code derrière. Il va gérer toute la partie, en effet, donner des tickets, envoyer des informations, etc. Ensuite, on a toute la partie Amazon Cloud Directory qui va, en fait, c'est un outil, un construct en fait pour mettre des données hiérarchiques. Donc, vous pouvez créer votre propre annuaire dans Cloud Directory sur lequel vous pouvez requêter directement. Donc, si vous ne souhaitez pas ou si vous n'avez pas un modèle par exemple orienté sur Microsoft ou si vous voulez pas gérer dans Cognito parce que en effet vous voulez avoir une vue et gérer vous-même par exemple les informations d'extension pour chaque attribut au niveau des utilisateurs, vous allez plutôt aller là-dedans. Ensuite, vous allez retrouver deux types de... là, on était plutôt sur l'identité et sur l'authentification. Vous allez avoir trouvé deux types de services qui sont liés aussi aux annuaires, qui vont être l'autorisation, gérer l'autorisation sur AWS, et la gestion de ressources. Et au niveau de l'autorisation, vous avez toute la partie Identity and Access Management, donc AWS IAM, qui en fait arrive avec la capacité de gérer des utilisateurs, mais par contre il reste assez limité en termes de nombre d'utilisateurs créés. On peut créer jusqu'à 5000 utilisateurs. Donc dessus, ce qui va être intéressant, c'est de peut-être réfléchir à un moyen peut-être de faire de la fédération d'identité et de dire je vais peut-être le lier directement avec un de mes annuaires, comme ça vous avez une véritable maîtrise de ce qu'il y a dans votre compte IAM. Et votre compte IAM surtout va vous permettre d'avoir des politiques qui vont être associées et une gouvernance aussi associée à vos utilisateurs et vos groupes. Donc si vous avez créé des groupes dans votre annuaire interne, vous allez pouvoir potentiellement aussi les retrouver dans IAM et appliquer des droits directement pour accéder à certaines ressources dans AWS. AWS Secret Manager, sur la partie autorisation, va vous permettre de gérer le cycle de vie de tous vos secrets. Alors pas vos secrets de vos vies de tous les jours, avec vos enfants, vos femmes et tout ça, mais plutôt vos secrets de type login, mot de passe à la base de données. Je veux avoir pour mon application un accès spécifique, peut-être un compte de service. Plutôt que de le dire et de le mettre dans le code, en effet, on vous propose un service sur lequel il y a du chiffrement en place, il y a de l'autorisation à mettre en place, et en fait, depuis votre code, vous allez l'appeler et dire j'ai permis à mon instance actuellement que j'ai lancé le droit d'aller récupérer de l'information dans Secret Manager à tel endroit. Et donc il va pouvoir pooler directement les informations de login mot de passe. Et du coup, vous allez pouvoir décorréler votre code des logins mot de passe utilisés. D'accord ? Donc vous apporte en fait une sorte de couche supplémentaire qui vous permet de décaler en fait le sujet. Ce qui fait que même si votre code par exemple passe sur GitHub, parce que ça s'est jamais vu du code qui passe sur GitHub comme ça, au moins vous savez que vos logins mot de passe ils sont pas à craindre parce que vos logins mot de passe sont pas dans votre code. Donc ça vous amène déjà une couche supplémentaire de protection. Au niveau de la gestion des ressources, on va retrouver par contre aussi un service qui va être un service d'envergure, qui va, là où je vous ai dit tout à l'heure que le compte utilisateur root, c'est un compte utilisateur qui peut accéder à n'importe quoi sans limitation. Et quand vous commencez à créer une organisation, c'est-à-dire vous avez de multiples comptes AWS, vous allez vous retrouver dans un environnement qui est tel que vous allez devoir, vous allez utiliser plusieurs comptes AWS. Donc potentiellement plusieurs utilisateurs compte root. Et quand vous êtes une entreprise, vous ne pouvez pas laisser ces comptes root utilisateurs faire n'importe quoi. Ça sera un moyen ici de restreindre l'accès à ces utilisateurs compte root et dire je veux utiliser que certains services dans certains cas, ou alors je veux geler l'utilisation de tel service ou telle ressource. Par exemple, il existe CloudTrail qui permet de faire du log pour toutes les API calls sur AWS. Du coup, vous pouvez très bien dire je fais ma configuration initiale de tous mes comptes avec CloudTrail activé, qui va loguer peut-être dans un SIEM, dans un outil de gestion centralisée de log, en effet pour voir tout ce qui se passe. Et après, je vais mettre une règle au niveau d'organisation, de AWS Organisation, pour geler le fait qu'on puisse changer cette configuration-là. Donc ça vous rend imperméable à potentiellement quelqu'un qui dirait moi j'ai le compte root, j'ai réussi à le hacker, j'ai le trouvé quelque part, maintenant j'enlève les logs et je vais faire ce que je veux dedans. Vous avez au moins toujours cette visibilité-là quelque part. Et vous avez aussi AWS Resource Manager qui vous permet en fait de gérer des ressources à l'échelle de plusieurs comptes ou plusieurs une organisation et dire je veux par exemple partager l'accès à un VPC vers plusieurs comptes et dire vous pouvez créer des ressources dedans, vous allez pouvoir l'utiliser à ce niveau-là pour partager l'information. Donc on est vraiment sur de la gestion de ressources.
au final, vous allez vous retrouver avec des solutions qui vont correspondre en fonction de votre taille. C'est-à-dire que vous êtes une petite entreprise, vous allez être petite moyenne entreprise, vous allez plutôt vous orienter sur Cognito ou IAM, parce que IAM va vous permettre de gérer vos ressources et ce que vous voulez sur AWS. Vous n'avez pas besoin d'avoir un autre annuaire à côté, il y a déjà le bundle qui existe et qui est en place. Par contre, en effet, Amazon Cognito va être très très bien pour aller faire des applications type orientées très startup, où on a beaucoup de clients potentiellement, on peut passer de 200 à 10 000. Je veux faire de l'authentification avec Google ou Amazon, et du coup, en effet, je vais me baser sur Cognito pour le faire. Donc super, j'ai un annuaire qui va me gérer tout ça de mon côté, je vais être tranquille. Maintenant, je commence à être une entreprise de taille moyenne, je vais réfléchir à plutôt utiliser peut-être du single sign-on, parce que j'ai plein d'applications à utiliser en parallèle. Je vais utiliser un directory service standard edition, parce que je veux faire la réplication de mon Active Directory chez moi avec AWS. Je vais utiliser encore IAM, peut-être encore pour certains accès, parce que le but aussi c'est de le restreindre, mais je vais peut-être avoir un connecteur vers mon Active Directory. Après, je peux utiliser Secret Manager et Cognito peut-être pour d'autres services ou d'autres applications séparées. Initialement ici, vous allez retrouver après avec les grandes entreprises avec d'autres questions qui vont être aussi liées aussi à la localisation des données, ce genre d'informations. Il est important de comprendre qu'on a aussi 2-3 services qui sont des services qui ne sont pas localisés. La plupart de nos services sont localisés. Par exemple, si vous mettez des données sur S3, vous allez les retrouver, vous les mettez à Paris, elles ne se retrouvent qu'à Paris, elles ne sont pas potentiellement ailleurs. Mais par contre, quand vous utilisez IAM, Route 53, qui est notre DNS, ou CloudFront, qui est la partie CDN d'AWS, il faut bien comprendre que ce sont des services globaux. Donc du coup, IAM, vous n'allez pas vous retrouver avec une base de données qui va être en France. Donc si par exemple pour vous la localisation de données et la localisation des utilisateurs et des données personnelles est importante à garder en France ou en Europe, vous allez plutôt faire de la fédération d'identité pour éviter d'utiliser les bases IAM d'utilisateurs AWS et dire je fédère mon identité à Paris dans un Active Directory que j'ai bien identifié et sur lequel j'ai mis en place. Et au moins vous savez que tout est mis en place au même endroit. Donc c'est important aussi de garder ça en tête. Et puis surtout vous allez avoir différents cas d'usage. Vous allez avoir plutôt des entreprises qui vont être, du business vers le client. En effet, vous allez plutôt utiliser Cognito User Pools, parce que User Pool va pouvoir créer votre propre catalogue d'utilisateurs, votre propre annuaire. Par contre, quand vous allez aller vers du business vers le business ou directement vers vos salariés, vous allez réintégrer en effet le single sign-on, la partie IAM, Identity Pools par contre, cette fois, parce que vous allez vouloir utiliser vos propres identités qui ont été fédérées et utiliser potentiellement du Directory Service ou du Cloud Directory. Donc en fait, en fonction de vos cas d'usage, en fonction de votre taille, vous allez vous retrouver avec différents services à différents niveaux. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, les cas d'usage les plus communs, on en a un petit peu discuté là à l'instant, mais en gros, c'est la gestion d'accès utilisateur pour un compte et une ressource AWS. Donc par exemple, je veux permettre à quelqu'un un développeur, aller en CLI, en Command Line Interface, d'aller sur AWS et déployer peut-être de nouvelles instances parce qu'il a un nouveau code à tester, en effet, dans mon environnement de dev. Je vais pouvoir lui donner un accès directement à lui spécifiquement pour ça. Ou alors, par exemple, des ingénieurs SecOps qui sont en effet en train d'exécuter une lambda, donc du serverless, pour aller faire et checker la compliance. Un deuxième exemple, ça serait en effet la gestion des accès des applications vers des données et des ressources. Par exemple, quand vous avez une application qui va tourner sur EC2, vous allez pouvoir lui dire je vais lui donner un rôle à mon instance. Et ce rôle, c'est peut-être d'aller déposer ses logs dans CloudWatch, d'aller écrire des données dans S3 et peut-être d'aller lire ces données-là qui ont peut-être été modifiées plus tard pour ensuite les retravailler. Et du coup, vous n'avez plus besoin de mettre de login mot de passe dans vos codes, vous utilisez en fait un rôle qui vous est donné à la volée et donc en fait des accès temporaires. Ensuite, vous avez de la gestion d'accès utilisateurs pour vos propres applications. En effet, ce que je disais à l'instant, vous pouvez créer vos propres applications orientées Internet et réutiliser toute la partie social media authentication, donc Facebook ou Amazon ou Google, etc., pour aller vous authentifier dessus. Alors, des cas pratiques d'exemple. Ici, j'ai un accès utilisateur, par exemple, vers un compte et une ressource AWS. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais on va utiliser IAM en fait pour pouvoir créer une politique d'accès et dire voilà, je voudrais faire l'authentification de mon utilisateur. Très bien, il est fait. Maintenant, l'autorisation, elle va être faite et fédérée par en fait IAM. SSO va vous permettre d'avoir des utilisateurs qui vont être à côté et puis potentiellement SSO va faire lui-même la fédération avec vos propres Active Directory.
Et au final, vous avez votre set de permissions, en fait, qui va réutiliser le groupe que vous avez utilisé en référence et dire, voilà, j'applique ces droits-là à ce groupe-là pour accéder maintenant aux ressources d'AWS derrière. Aussi simple que ça. Donc vous avez la capacité de gérer votre propre annuaire, si vous le souhaitez, et continuer à donner l'accès à AWS comme vous le souhaitez par derrière. Vous avez la possibilité d'utiliser organisation, bien sûr, pour limiter aussi des accès, et dire, par exemple, je ne souhaite pas utiliser tous les services liés aux médias, par exemple, média encoding, média tailor, etc., parce que ça ne correspond pas à votre entreprise, et puis potentiellement, vous avez déjà peut-être un partenaire qui s'en occupe, ou peut-être juste que la sécurité a décidé que ce n'était pas au niveau qui était souhaité en termes d'utilisation. Vous allez pouvoir dire, je restreins l'accès, et je veux que personne derrière ne puisse utiliser. Et en plus des règles de politique utilisées dans IAM, vous allez avoir une sorte de chapeau, donc organisation, c'est bien une vue chapeau, qui va bloquer l'accès à ça. Et du coup, Resource Manager, comme on en a parlé il y a quelques instants, ça vous permet aussi d'aller partager avec, en effet, une organisation, certaines ressources, pour les partager directement avec d'autres potentiels comptes AWS que vous maîtrisez. Un autre cas, en effet, un autre exemple, ce serait un applicatif qui veut se connecter, en effet, une application qui veut se connecter à vos données et vos ressources. Dans ce cas-là, on va être vraiment sur un modèle aussi de gestion. On va utiliser encore une fois IAM, on va utiliser les rôles cette fois dans IAM et on va assigner en fait un rôle à une instance. Donc on va donner une sorte d'identité à une instance. Et ce rôle-là, en fait, va donner ça peut être donc principalement des EC2, des containers, une fonction lambda, le droit d'accéder à d'autres services. Ça se traduit en fait par des métadonnées, en fait des méta-informations qui sont accessibles directement en fait par l'instance et qui va récupérer du coup un token temporaire, souvent c'est 1 heure de durée, pour aller faire ce qu'il a besoin. Donc il va être renouvelé automatiquement, mais il y a toujours une réflexion de se dire potentiellement, même si quelqu'un récupère la session quelque part, ça ne pourra durer qu'1 heure, et même le code, il n'y aura pas l'information de login, mot de passe dedans. Donc, utilisez plutôt avec Secret Manager, parce qu'encore une fois, ça peut être aussi très très bien d'utiliser, parce qu'il y a des services AWS, mais si vous devez utiliser une base de données, par exemple de type RDS, MySQL, et que vous voulez vous connecter dessus, ce n'est pas un service AWS en tant que tel. Le service AWS derrière, on vous permettra d'aller par exemple éteindre ou rallumer l'instance, ou alors de faire un backup, de faire un snapshot. Mais si vous voulez vous connecter à la base elle-même, là, c'est vous qui gérez vous-même les accès. Donc, il y a bien une différence entre la partie rôle, j'accède à des ressources AWS, et la gestion du code avec du secret dans Secret Manager pour dire j'accède à des applications dont moi j'ai la maîtrise en termes d'annuaire, de login, mot de passe, de credentials de manière générale. Le troisième cas, ça va être en effet des utilisateurs pour les connecter à vos propres applications. Donc, comme je disais tout à l'heure, Cognito, vous pouvez le connecter à Facebook, Google ou Amazon, mais surtout, il va être compatible avec du SAML 2.0, de l'OAuth, de l'OpenID Connect. Donc, c'est-à-dire que si vous avez vos propres annuaires ou alors des annuaires séparés, mais que vous voulez utiliser spécifiquement pour des applications, vous pouvez permettre, en effet, de créer des applications basées là-dessus. Et donc vous allez créer en fait nativement potentiellement des annuaires dans le cloud. Alors Cognito justement c'est un annuaire dans le cloud qui fonctionne à échelle, c'est-à-dire que vous passez de 10 utilisateurs à 10 000, vous n'allez pas entendre les cieux en train de crier à mort en disant je veux plus d'huile parce que ça ne marche pas. La machine va continuer à grandir en taille et va vous fournir le service. Donc ça vous fournit surtout un point d'entrée sécurisé pour aller faire votre authentification et surtout à l'échelle et surtout identifier en fait certains cas en fait d'attaque, par exemple du brute force, ou alors si par exemple vous vous connectez depuis l'Asie et que d'habitude c'est plutôt en Europe, il va vous faire une réflexion, il va vous remonter l'information comme quoi ça arrive. D'accord. Donc Cognito est plutôt un système d'authentification de back-end aussi, un peu plus de back-end, parce qu'il faut quand même une lambda devant pour aller directement taper dessus en termes d'authentification. Toujours bien garder ça à la tête. Alors, en termes de valeur client,
on se retrouve à différents niveaux. On va retrouver le portfolio, en fait, un portfolio assez large, basé principalement sur l'identité. Donc on va retrouver tous les petits dont on vient de parler actuellement, c'est-à-dire toute la partie IAM, SSO, on va retrouver Directory Service, Cloud Directory, Secret Manager, Cognito, Organisation et Resource Access Manager. Mais on a aussi derrière tout plein d'autres services qui viennent se cumuler dessus. C'est-à-dire qu'on a toute la partie détection. On va avoir Security Hub, Guard Duty qui vont être disponibles dans CloudTrail et Config qui font plutôt de la conformité ou de l'auditabilité de ce que vous avez sur AWS. Toute la partie sécurité d'infrastructure. En fait, derrière, vous allez commencer à déployer en fait, tout un système qui va vous permettre de dire, bah, voilà, qu'est-ce que je peux utiliser en fonction de ce que j'ai besoin, mais au moins, actuellement, déjà sur l'identité, vous avez déjà une bonne vision. Et après, derrière, comment je fais pour identifier, par exemple, que bah, quelqu'un, potentiellement, il est en train de faire du brute force sur un de mes comptes. Bah, là, c'est Guard Duty qui va vous aider. Je veux savoir en effet si quelqu'un essaye potentiellement de se connecter plusieurs fois à mon instance et peut-être potentiellement trouver différents ports ouverts. Bah là, ça va être VPC Flowlog sur lequel vous allez pouvoir voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de scanner tout ce que vous avez en face. Donc vous allez vous retrouver en fait à différents niveaux avec différents niveaux de réponse. Au niveau de la protection des données, à noter que vous avez des services sur lesquels, bah, par exemple comme KMS, qui vous permet de faire du chiffrement AES 256 GSM à échelle, et Cloud HSM, qui est en fait un HSM dans le cloud, vont vous permettre en effet d'aller faire aussi de la gestion de secrets du chiffrement en plus. Ce n'est pas le sujet de cette session, mais en tout cas, vous avez des systèmes qui peuvent aller répondre plus ou moins à différents services après. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous proposent ces services, vous pouvez vous appuyer sur d'autres pour aller créer votre propre service qui potentiellement peut fonctionner à échelle. Sur la question, c'est toujours ça à un moment donné, c'est de dire, j'ai une solution, mais ça marche pour 1, 10, 100 personnes, 1000 personnes, ok, 10 000, ça commence à être dur, 100 000, ah, c'est trop dur. Donc ici, il faut toujours avoir la réflexion de se dire où est-ce qu'on veut se retrouver dans potentiellement 1 an, 2 ans, 3 ans, ou plutôt qu'est-ce qu'on voudrait voir arriver. Et se baser sur des outils en effet de type cloud qui sont cloud natifs, comme en effet Cognito par exemple, vous permet d'aller vous préparer à l'échelle pour vos applications. Plusieurs bénéfices donc, pour la gestion de l'identité et de l'accès dans AWS. Vous allez vous retrouver en effet avec un contrôle d'accès granulaire. C'est une des forces d'AWS d'être capable de dire je permets à Julien d'accéder juste à un EC2 stop. Pas un start, pas un describe, non, juste un stop. Donc je suis capable d'aller sur l'action API bien spécifique et le bloquer si je souhaite. Donc je peux aller très très loin dans le contrôle d'accès. On vous donne le choix. Vous avez vu qu'on a quand même un portfolio qui est très très large. Vous allez me dire, ah Julien, ok c'est très large, mais en même temps on ne sait pas où s'y retrouver. Alors déjà je vous ai donné quelques clés et quelques index. Maintenant 45 minutes c'est difficile de faire le détail de chacun, une présentation de tous les services. N'empêche que déjà vous commencez à avoir une idée de potentiellement qu'est-ce que vous pouvez mettre et où. Et souvent le où et quoi, ça dépend aussi de ce que vous avez et là où vous voulez aller. Donc c'est difficile de dire j'ai une solution pour vous qui va correspondre dans mes slides. Parce qu'en fait, on vous donne plutôt l'option de vous dire c'est du Lego, construisez votre solution par rapport à votre besoin et là où vous voulez aller. Sécurisé, complet et flexible. Chez AWS, la sécurité, c'est ce qu'on appelle le job zéro. C'est-à-dire qu'on considère que vous n'allez pas prendre le service si le niveau de sécurité n'est pas au niveau. C'est aussi simple que ça. Donc, testez si vous le souhaitez. Hein, je vous conseille même d'aller tester nos solutions. En tout cas, on prévoit en effet d'avoir un niveau de sécurité qui est suffisant pour que vous veniez avec vos applications. Disponible quand vous en avez besoin, bah forcément c'est sur étagère, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, et surtout c'est élastique, dans le sens où ça peut facilement scaler. Quelques autres bénéfices, alors déjà c'est que vous avez de la sécurité à l'échelle en utilisant ces outils-là, parce qu'en effet vous avez la capacité, surtout sur AWS, d'avoir une vue. Alors, quand j'étais RSSI, je me souviens très bien qu'un des gros problèmes que j'avais à gérer, c'était toute la partie Shadow IT. C'est-à-dire tout ce qui était dans un coin géré par des gens que je ne maîtrise pas, qui ne font pas forcément partie de l'IT, qui ont décidé de mettre en place des choses. Ici, vous avez une CMDB qui est à jour. Vous êtes capable de savoir quel est votre environnement et vous le maîtrisez. Il n'y a pas de Shadow IT. Donc vous êtes capable de fournir une sécurité à l'échelle et de dire voilà l'authentification que je mets en place, et vous êtes tous obligés de passer dessus si vous voulez le faire. Vous pouvez le maîtriser. Une flexibilité améliorée. Bah, en effet, il n'y a rien qui vous oblige à partir sur une solution. Vous pouvez très bien avoir plusieurs solutions en parallèle et dire, voilà, en fonction de mon besoin,
j'ai peut-être besoin que d'une application qui soit publique et tout le reste, il faut que ce soit sécurisé avec mon propre annuaire. Et ben, vous créez des annuaires séparés. Et ça, vous créez une sorte de ce qu'on appelle un blast radius, c'est-à-dire que potentiellement, en effet, vous savez que vous avez potentiellement des applications, elles ne peuvent pas avoir d'impact entre elles si jamais il se passe quelque chose dessus. Et ça, c'est important aussi. Complet surtout, parce que quand vous commencez, vous devez démarrer rapidement. C'est là, c'est disponible sur étagère. Vous avez une richesse, un nombre de fonctionnalités. On dit qu'on a actuellement 30% de nos fonctionnalités tous les ans qui sont basées sur la sécurité. C'est-à-dire c'est de nouvelles fonctionnalités sécurité. Mais il y en a beaucoup qui sont basées sur l'identité, sur l'authentification et sur l'autorisation. Parce que c'est au cœur de nos services. Donc du coup, vous allez vous retrouver à travers tout ça, en effet, et vous allez améliorer votre sécurité en même temps que nous, on améliore aussi et on vous fournit de nouveaux services. J'espère vous avoir déjà donné une bonne vue assez globale de ce qu'on peut faire en termes d'authentification et la gestion de l'identité sur AWS. Julien, je te laisse la place pour présenter un petit peu ce que vous avez fait. Merci, bonjour à tous. Vous allez bien? Donc, Veolia aux France, donc, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est essentiellement sur l'activité de 3 services sur l'eau, sa distribution et son assainissement, la propreté, la gestion des déchets et l'énergie. Donc moi je représente la pile de gauche sur la direction informatique de l'eau France. Donc Veolia et Amazon, c'est une très longue histoire. Ça date, les prémices sont en 2013. En quelques mots, avec fin 2012, début 2013, le Hello World, avec les premiers tests et apprentissages sur Amazon. On apprend sous forme de quick win, ce qu'on dit fail fast, quick win or fail fast. Donc on apprend, au début il n'y a pas beaucoup de services sur Amazon, donc on reste sur du compute, de la base de données, stockage, mais ça permet déjà de nous dégager de nombreux leviers de transformation de notre système d'information global. Jusqu'à aujourd'hui où nous sommes vraiment sur des notions de service portfolio pour nos clients et de replatforming, en passant par une sacrée montée en compétences des équipes sur l'orchestration, l'automatisation, la culture SecOps, FinOps, et voilà, on a grandi avec le temps. Et la gestion des identités, donc c'est quand même une préoccupation majeure au sein de nos transformations, de par également la complexité également que nous avons dans nos structures. Parce qu'on n'a pas d'identity provider, enfin on va dire unique et de base de référence. On a une pluralité de micro-business units dans cette organisation globale. Et il a fallu grandir et ajuster tout en étant à minima en compliance sur le global. Donc là, c'est pas pour vous raconter notre organisation, mais c'est pour vous présenter un petit peu les enjeux que nous avons sur notre direction en termes de gestion d'identité, parce que nous avons du coup des domaines métiers, nous avons des fonctions support, nous avons des DSI régionales, nous avons des entités avec des sociétés d'expertise spécialisées et des sociétés dédiées, tellement elles sont massives sur les marchés gagnés. Donc c'est juste pour se rendre compte qu'on embarque également de l'historique, le poids de l'histoire, des divergences technologiques, et une croissance indéniable sur la partie Amazon. Donc de trouver la gestion des identités, d'avoir une cohérence globale et une compliance globale, c'est un réel challenge sur lequel on travaille tous les jours. En quelques mots, juste pour dire ce qu'on a en gros, donc on a quand même pas mal d'applications qui sont en production et ont été transformées sur Amazon. On a près de 11 000 utilisateurs internes et près de 3 millions de clients finaux. Donc en quelques mots, ce sont les abonnés. Peut-être que vous êtes client, vous recevez votre facture d'eau par Veolia. Donc ce sont nos abonnés et nos consommateurs finaux. Aujourd'hui, on a près de 28 comptes, 32 VPC, un peu plus de 1600 computes. On a énormément de bases de données. On utilise 49 services, donc du IaaS au PaaS. On a quand même de plus en plus de services utilisés. Et pas mal de stockage. On arrive à 900 Tera au global sur Amazon. Donc tout cet écosystème et cette agrégation de comptes est à considérer. La gestion des identités est un sacré tronc commun. Donc la gestion IAM. Donc le but, nous, c'est de limiter les actions uniquement au périmètre de la fonction. Donc on a une organisation qui est faite par domaine, par chapter et ensuite par chapter applicatif, au sens agile, et derrière par des fonctions tech lead, FinOps, SecOps, enfin tout ce que vous devez connaître comme fonction.
Et le but, c'est de limiter les droits juste au nécessaire. Donc c'est une des préoccupations principales que nous avons sur cette partie-là. Et également la gestion et l'accès aux assets. Parce que, et merci à Amazon, c'est vrai que c'est quand même une révolution de notre côté, aussi bien pour la sécurité que pour la gestion du billing également, c'est qu'on peut taguer presque absolument tous les objets sur Amazon, ce qu'on ne pouvait vraiment pas faire avant, donc c'est hyper pertinent. Donc jusqu'en 2017, on était en accès monolithique, c'est-à-dire on avait une gestion IAM par compte ID. Donc la problématique, c'est plus on a de comptes, plus on a de gestion IAM à gérer, les tokens MFA à gérer, la revue des comptes qui est fastidieuse tous les ans, et le maintien des entrées-sorties des collaborateurs à faire sur 28 comptes, c'est quand même assez fastidieux. Et à forcer le MFA, enfin moi pour la petite anecdote, il m'est arrivé de perdre mon téléphone une fois, donc ça c'est assez compliqué de reconfigurer les virtual MFA Google sur l'ensemble des comptes. En 2018, donc on a complètement changé la posture et l'usage de la gestion IAM. On a fait un compte dédié pour la gestion IAM et derrière, on gère les connexions sur les autres comptes associés à travers des assume rôles. Donc nous, ce qui est hyper intéressant, c'est que la gestion des accès est vraiment simplifiée. On a une meilleure traçabilité. Enfin, quand on a un audit à faire ou une compliance à mener, c'est plus simple de prouver la base IAM qui est sur le compte des utilisateurs à gérer. Donc comment ça fonctionne? C'est simplement le fait, donc on a un Secure Token Service fourni par Amazon, où à partir de l'IAM User, on se connecte sur le compte enfant. Et on a une autorisation temporaire, donc de quelques minutes à 36 heures, je crois, avec des accès temporaires qui sont gérés. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette mécanique-là, on a aussi on a quand même un tronc commun avec des administrateurs et une équipe autour de la sécurité qui suit de près ces sujets. Donc grâce à CloudTrail, enfin, on arrive à catcher tout ce qui est endossé comme rôle administrateur sur l'ensemble de nos comptes. Et on push, bon chez nous on a de push SNS, on a des notifications sur notre chat, nous sommes sur Google, mais ça marche aussi bien sur Slack, sur Microsoft, enfin sur toute solution. Et ce qui permet, donc il y a deux approches, c'est d'être dans le proactif avec des personnes qui voient ce qui se passe sur des comportements un petit peu suspicieux, mais aussi à des fins de reporting, on voit l'ensemble de l'activité qui est menée sur nos comptes. On a également la même chose avec GuardDuty, parce que tout ce qui est CloudTrail, les flow logs en fait, qui amènent, on a exactement la même démarche, donc en fonction de la sévérité de ce qui est mené comme geste sur nos environnements, on a des pushes de notifications qui arrivent chez nous. Et ça permet également de sensibiliser, enfin les équipes admin et sécurité, de suivre le chat room et de voir exactement ce qui se passe sur l'environnement. Donc encore une fois, être proactif sur un événement particulier que dans le reporting où on stocke l'ensemble des messages et des notifications qui sont pushés. Prochaine étape. Donc évidemment le SSO, le Graal de ce qu'on essaie de mettre en place avec la même démarche. Donc nous on travaille avec un partenaire identity provider externe et on gère derrière enfin les rôles à travers des external attributes. Donc c'est un petit peu la même démarche que l'assume role, mais on est lié à notre fournisseur également d'adresse mail pour l'ensemble pour près de 150 000 salariés dans notre entreprise. Donc pour la gestion des entrées-sorties, c'est hyper simplifié. Donc on n'a plus de revue de compte à faire automatique, c'est lié à notre master Google. En amélioration, donc ce qu'on est en train de mener, c'est autour des boundaries. Donc lorsqu'on détermine des rôles et des profils types et à travers des assume rôles, on n'a pas la possibilité de s'auto-élever un rôle où on peut fixer et borner complètement cette partie-là. Et avec la preview autour de Security Hub, c'est vrai que c'est notre approche à court moyen terme, là où on aimerait vraiment avoir une console globale qui nous permet de monitorer l'ensemble des accès, qui fait quoi, de servir de preuve de compliance systématique. C'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper encourageant et qu'on est en train de déployer. Voilà, donc c'était bref, rapide. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de petits lutins avec des trucs Veolia.
Donc je pense qu'il y a pas mal de l'équipe CloudOps qui est dans la salle, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pour faire un deep dive sur un truc qu'on a mis en place, vous êtes les bienvenus. Donc, merci beaucoup. Merci Julien. Merci. Donc c'est la fin de la session, donc je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction pour la session. Si vous avez des questions spécifiques, je vous invite à les faire dans le couloir, parce qu'on va sortir, il faut laisser la place pour la prochaine session. Merci beaucoup.